Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un réseau PERT en utilisant une méthode matricielle. Je fais cela pour mes étudiants et en réponse à mon collègue Olivier. J'ai choisi un problème simple, facilement compréhensible par tout le monde. Quelques étapes, 5 étapes: acheter la nourriture, préparer la salade, cuire la viande, mettre la table et manger. Nous allons modéliser ce problème pour arriver à le résoudre sous forme matricielle. Donc ce problème simple, nous allons pouvoir écrire le nom des tâches, A, B, C, D, E, poser ici une durée des tâches. Ici j'ai pris 20 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 8 minutes et 15 minutes. Nous avons déterminé les antécédents de ces tâches. La tâche A n'a pas d'antécédent, B aura A comme antécédent, C aura A, D n'en a pas, E aura comme antécédent B, C et D. Donc nous pouvons remonter le problème, voir que la tâche A est la première, acheter la nourriture, mais que cette tâche D n'empêche pas non plus d'être démarrée au début de mon problème. J'ai pris ces éléments-là d'une façon arbitraire. Les problèmes de réseau PERT peuvent être très complexes et avoir de nombreuses tâches avec des antécédents plus ou moins complexes. Cette méthode permet de résoudre n'importe quel type de problème. Donc nous allons écrire ce problème-là sous forme matricielle, de la façon suivante. Nous allons porter des 1 et des 0 dans cette matrice. Cette matrice sur laquelle j'ai repris les tâches A, B, C, D, E, aussi bien verticalement que horizontalement. Nous allons la lire de la façon suivante. Pour commencer la tâche A, il faut avoir terminé, et nous allons choisir parmi ces tâches. Lorsque nous trouvons un antécédent, exemple pour la tâche B, pour pouvoir la commencer, il faut avoir terminé A. En effet, revérifions dans le tableau. Pour la tâche B, l'antécédent est bien A. Par conséquent, je vais porter un 1. Vous voyez, pour commencer B, il faut avoir terminé A. Oui, donc je mets 1. Et je remplis mon tableau de cette façon-là. Pour C, ça va être pareil, pour D, etc. Donc je remplis de 0 ou de 1 en fonction de mes antécédents. Donc cette matrice étant complétée, nous allons pouvoir additionner les lignes et porter le résultat dans les niveaux. Donc ce travail simple donne ce résultat. Cette première ligne, nous avons des 0. Sur la deuxième, nous avons un 1. La troisième, un 1. Quatrième, 0. Et la troisième, la dernière ligne, nous avons bien 3, puisque c'est la somme de ces 1 qui sont là. Donc les tâches qui comportent des 0, la tâche A et la tâche D. Nous les reportons dans le report des tâches. Et nous allons, dans les colonnes qui se trouvent ici, rayer tous les 1 pour les passer à 0. Donc pour la colonne A, ainsi que pour la colonne D. Et par itération, nous allons recalculer notre matrice. Voilà le résultat. J'ai pris soin de rayer les 1 dans toute ma colonne, j'ai tout rayé, toutes les valeurs de ma colonne, et donc je refais le calcul. Ici, je trouve rien parce que j'ai déjà fait le calcul. Là, je passe de 1 que j'avais tout à l'heure à 0 quand je fais l'addition, puisque mon 1 a été rayé. Idem ici, là je n'ai plus rien, et ici il me reste un 1 et un 1 qui vont me donner 2. Les tâches égales à 0 sont bien les tâches B et C. Je les reporte dans mes tâches. Je raye donc tout ce qu'il va y avoir comme 1, toute la colonne B, ainsi que toute la colonne C. Et je refais le calcul. Voilà le résultat, une fois que j'ai rayé. Toutes ces tâches-là ont déjà été éliminées, il ne me reste plus que la dernière, dont je viens additionner, 0, et je porte bien ma tâche E ici. J'ai ici dans le report des tâches, le squelette, en quelque sorte, de mon réseau, de mon graphe PERT. Je vais le construire en respectant un certain nombre de règles. Il faut savoir que la tâche se situe entre deux étapes, l'étape 1 et l'étape 2. Je vais pouvoir noter ici, sous cette forme-là, les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Nous allons voir comment on les calcule. Et une seule tâche doit se trouver entre deux étapes. Nous ne pouvons pas avoir deux
deux tâches parallèles, ça n'aurait pas de sens physique ni mathématique, puisque à moins que les temps soient égaux, mais ça serait rendre complexe le problème. Donc voilà la construction de mon graphe. Je repère bien ici mon niveau 1, mon niveau 2, mon niveau 3. J'y ai tracé des traits verticaux et j'ai pu porter mes tâches. Entre l'étape 1 et l'étape 2, j'ai bien la tâche A qui est bien au niveau 1. La tâche D appartient au niveau 1. Je ne sais pas où est-ce qu'elle se termine. Pour l'instant, je l'ai tracé parce que mon graphe est complet. Mais au fur et à mesure, je vais pouvoir, en fonction des antécédents, le montrer. Au niveau 2, j'ai bien la tâche C et la tâche B. Si je veux respecter les règles, je ne peux pas avoir deux tâches parallèles, et donc je vais être amené à créer ce qu'on appelle une tâche fictive en portant un temps égal à 0, qui n'aura pas d'influence dans le calcul du temps, mais qui va permettre de répondre à une cohérence dans mon graphe. Et au niveau 3, j'ai bien la tâche E pour un temps de 15 minutes. Je vais pouvoir maintenant porter les durées de mes tâches, les dates au plus tôt. Donc on détermine en partant du début les dates au plus tôt de chaque tâche. Lorsqu'une tâche a deux antécédents, on retiendra bien sûr pour le calcul la tâche antécédente qui a la date au plus tôt, la plus tardive. Voilà. Donc je m'explique. Ici je commence à 0. Le chemin pour arriver là, c'est 0 plus 20, 20. Ici j'ai un choix. 20 plus 10, 30. 20 plus 20, 40. Si j'avais dû additionner pour aller ici, j'aurais trouvé 30 plus 0, m'aurait donné 30. Donc le temps le plus important, c'est bien 20 plus 20, 40. Si j'avais voulu ici montrer pareil, 40 c'est bien plus grand que 0 plus 8, j'aurais trouvé 8. Donc j'ai bien 40 ici. Et pour ma dernière tâche, 40 plus 15, 55. Je vais faire la même chose pour les dates au plus tard. Je pars de la fin, et je vais repartir dans mon calcul en marche arrière. 55, moins 15 me donne 40. Ici, je vais avoir un choix, mais 40 moins 0 me donne 40. 40 moins 20 me donne 20. Et si ici j'avais continué, 40 moins 10 m'aurait donné 30. Donc ici, j'ai bien 40 moins 20. 20 moins 20 me donne 0. Et je le remarque ici pareil, 40 moins 8 m'aurait donné 32, alors que là je trouve 0. Donc là j'ai bien additionné mes dates au plus tôt, mes dates au plus tard, dans les deux sens. Je vais pouvoir grâce à ça déterminer le chemin critique. Le chemin critique est composé de l'ensemble des tâches qui ne peuvent être retardées sans que le projet ne soit également de la même quantité. On remarque que le chemin passe par toutes les tâches dont la date au plus tôt et la date au plus tard sont identiques. Généralement, on le met en évidence sur le graphe ici en rouge. Voilà, 0, 0, 20, 20, 40, 40, 55, 55. Mon chemin critique passe bien par la tâche A, B et E. Je vais pouvoir construire le diagramme de Gantt de ce réseau pour nous permettre de visualiser un certain nombre d'éléments. Ici en rouge, je vais pouvoir montrer que acheter la nourriture, qui a cette durée de 0 jusqu'à 20 minutes, nous permettra en rouge de montrer que c'est ce chemin critique. Pareil pour la tâche préparer la salade. La même chose pour manger, puisque ces tâches-là appartiennent bien en rouge au chemin critique. Je n'ai absolument aucune marge de manœuvre. Si jamais je perds du temps sur une de ces tâches-là, mon projet sera rallongé. Par contre, les tâches qui n'appartiennent pas au chemin critique, comme cuire la viande et mettre la table, sont portées en bleu. Et je vais pouvoir mesurer et voir ici, en vert, ce qu'on appelle les marges libres, c'est-à-dire le temps auquel j'aurais pu démarrer ma tâche au plus tard. Exemple, mettre la table, j'aurais pu le démarrer juste avant de passer à table. Donc cette marge libre qui est ici, j'aurais pu la déplacer pour l'avoir devant. C'est souvent quelque chose d'important et d'intéressant à faire lorsque l'on travaille en juste à temps. Et on verra aussi plus tard dans une autre vidéo, sous contrainte, dans le Gantt, lorsque nous sommes amenés à avoir une contrainte de personnel, il peut être intéressant de bouger un certain nombre d'éléments pour arriver à répondre et à résoudre le problème.
Donc voilà l'analyse telle que nous pouvons la faire. Sur ce dernier point d'ailleurs, il est intéressant de voir que dans l'exemple, la personne chargée de mettre la table peut attendre 32 minutes avant de commencer à le faire. La notion de juste à temps, comme je viens de l'expliquer. Donc dans une autre vidéo, nous verrons comment exploiter le Gantt sous contrainte en utilisant ces fameuses marges libres.